Et donc à nouveau, Monsieur Réau. Oui, je suis vraiment désolé de revenir une deuxième fois. Désolé d'abord parce que cet exposé a été préparé par Cécile Le Gall de Terrinovia, mais qui n'a pas pu être présente pour une bonne raison de son congé maternité. Et une seconde fois désolé parce que finalement, vous n'allez avoir cet après-midi sur cette phase-là que des exposés de l'INRA, et ça tendrait à dire qu'il n'y a que l'INRA qui s'intéresse aux pertes d'azote et que les acteurs plus opérationnels du Comifère ne s'intéressent pas à la question. Donc je vais essayer de démentir un peu cela en vous montrant les résultats de travaux qu'on a réalisés dans un projet CASDAR où il y a un certain nombre de partenaires, et vous allez le voir, des instituts techniques, des chambres d'agriculture et des enseignants, et pas seulement des gens de l'INRA. Voilà. Alors, le premier point, c'est que les questions de perte de nitrate, on en a longtemps parlé comme un enjeu environnemental, mais aujourd'hui, on est forcé d'en parler également comme un enjeu économique à l'heure où l'unité vaut 3 € du quintal. On ne sait pas le temps que ça va durer, mais en tout cas, ça veut dire qu'un agriculteur qui perd 50 unités d'azote sous forme de nitrate, je ne parle même pas de l'ammoniac, eh bien, ça veut dire qu'il perd 150 € de l'hectare. Et vous pouvez comptabiliser ce que ça veut dire en matière de tonnes de blé ou tonnes de colza, etc. Donc c'est aussi un enjeu économique, ce qui ne doit pas non plus occulter les questions environnementales fondamentales qu'il y a derrière. Alors, on a beaucoup parlé ce matin de calcul, de travailler de façon fiable, avec des modèles, de faire des calculs exacts. La difficulté, c'est que c'est une chose de quantifier, c'est une chose de ce qu'on appelle en général évaluer, de dire est-ce qu'ici j'ai réussi ou est-ce que j'ai raté, c'est-à-dire est-ce que je perds beaucoup ou je ne perds pas beaucoup, est-ce que j'ai un fort impact ou un faible impact. En fait, pour arriver à un changement, la question c'est en quoi est-ce que sa connaissance aide les gens qui gèrent les pratiques agricoles, donc les agriculteurs en première ligne, à comprendre où sont les difficultés chez eux et à trouver des solutions pour arriver demain à avoir des faibles pertes. Donc c'est la question qu'on s'est posée. Qu'on s'est posée dans un projet qui s'appelait Agroécosystème, qui était géré par Mathilde Lertot de l'ACTA ici présente et Virginie Parnaudot de l'INRAE à Rennes, et avec un certain nombre d'organismes que vous voyez ici, donc non seulement l'INRA, l'ACTA, mais aussi d'autres instituts techniques, une chambre régionale d'agriculture et des enseignants de l'enseignement supérieur et des lycées agricoles que vous avez ici dans le détail. Alors la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a estimé que pour arriver au-delà de quantifier les choses, pour arriver à ce que chacun saisisse un peu ce que c'est ce phénomène de perte, de faire des modèles qu'on appelle des modèles conceptuels qui permettent de situer un peu les choses et de rappeler les processus fondamentaux qui aident à comprendre, qui aident à penser ces pertes et qui aident aussi à imaginer, à concevoir des solutions pour demain. Donc, qu'est-ce que dit ce schéma-là ? Eh bien, il dit tout simplement que si vous avez un sol qui n'est pas cultivé, qui n'est pas fertilisé, on peut avoir des pertes d'azote, et ces pertes d'azote vont être essentiellement liées à de certaines quantités d'azote disponibles avant le début du drainage, de la lame d'eau drainante, qui là va être issue exclusivement de la minéralisation. Donc, autrement dit, un sol qui ne reçoit pas d'engrais, qui n'est pas cultivé, a des pertes d'azote. En général, bien sûr, elles sont faibles, sauf si ce sol est très riche en matière organique. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on se met à cultiver ce champ-là? Supposons qu'on cultive sans engrais, ni organique, ni synthèse. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Là se met en jeu deux pratiques qui sont fondamentales sur cette dynamique de l'azote et des nitrates. C'est la succession des cultures. En allant très vite, il y a des cultures qui laissent peu d'azote après la récolte, il y en a qui en laissent beaucoup, même quand elles ne sont pas fertilisées. Il ne faut pas oublier qu'après une légumineuse, en général, notamment une légumineuse comme le pois d'hiver,
on a souvent beaucoup d'azote, alors que ce pois d'hiver n'est pas fertilisé. Et puis après, se met en jeu une autre chose, c'est la culture suivante, c'est-à-dire, à la limite, si une culture précédente laisse beaucoup d'azote, eh bien, si la culture suivante arrive tôt et en mesure de piéger tout cet azote avant que le drainage arrive, eh bien, on aura des résultats plutôt sympas en matière de faible perte. Donc, les premières pratiques déterminantes de les pertes d'azote, ça va être ce que laisse la culture précédente et ce qui est capable d'absorber la culture suivante dans la mesure où elle arrive assez tôt. Donc c'est ce qu'on appelle la culture précédente, la culture suivante. D'où l'idée d'analyser chaque année ces phénomènes-là en fonction des couples de cultures présentes. Enfin, imaginons maintenant qu'il y a des cultures, il y a un sol qui minéralise, il y a des cultures et qu'on le fertilise. Oh, mais on est en bio. On fertilise que de l'organique. Eh bien sûr que cette fertilisation organique va avoir des conséquences sur l'azote disponible dans le sol, et ça va dépendre de la quantité d'azote minéral que contient cet azote organique, ce fertilisant organique, et ça va dépendre bien sûr de la rapidité de la minéralisation. Et enfin, si au printemps, on applique de la fertilisation de synthèse, sachant que c'est avant tout au printemps qu'il est appliqué, eh bien, ça va changer la quantité d'azote que la culture précédente va laisser une fois que ça va être récolté. Donc, ce schéma permet de situer un peu comment ça fonctionne, peut aider à rappeler un peu quelques fondamentaux, et notamment, il rappelle que la fertilisation de printemps n'est qu'un élément, n'est qu'une des pratiques clés qui explique ces pertes d'azote. Alors je le souligne d'autant plus que du temps de Fertimieux dans les années 90, il y avait un slogan qui disait « azote bien dosé, environnement protégé ». Et à cette époque-là, on faisait comme si c'était la seule pratique qui était déterminante pour les pertes d'azote était la fertilisation synthèse de printemps. Et il me semble qu'il est important de rappeler et de vérifier que c'est bien intégré, que les pertes de nitrate, c'est un phénomène très systémique et que la fertilisation de printemps est un des éléments du problème, mais d'un problème qui est plus complexe et il faut savoir intégrer les autres pratiques de fertilisation, à commencer par les pratiques de fertilisation d'automne qui sont d'autant plus préoccupantes qu'elles sont réalisées juste avant le phénomène de chasse d'eau, alors que la fertilisation de printemps, finalement, elle arrive 6 mois avant, ce qui laisse du temps éventuellement pour essayer de récupérer d'éventuels excédents qu'on aurait eu au printemps. Donc voilà, donc on a fait ce travail de formaliser ça parce que ça nous semble important pour rappeler les connaissances de base qui ne sont pas forcément bien intégrées et surtout pour guider le travail de diagnostic comme on va le voir par la suite. Alors je passe les détails, mais on a fait le même exercice pour l'ammoniac dont vient de parler Sophie Génermont. L'avantage de l'ammoniac, c'est que c'est moins systémique et que les pertes se font sur un délai beaucoup plus court. Et donc, finalement, le travail est plus facile à faire, mais je passe le détail. Vous verrez ça dans le document si vous souhaitez en savoir plus. Alors, la démarche, on l'a décrite en 8 étapes, pardon. Une démarche qui consiste à établir le résultat attendu pour la situation considérée, c'est-à-dire le champ avec son sol, les pratiques culturales et le climat. Ensuite, on propose d'estimer les pertes. Donc ça, c'est le travail d'évaluation. Mais le travail n'est pas fini au moment où on a quantifié les pertes. Alors, on a fait le travail en considérant qu'on pouvait faire ce diagnostic, soit seulement sous forme de mesures au champ, en essayant de proposer des mesures assez simples et opérationnelles, soit en faisant des calculs à partir de modèles, et je vous parlerai de la façon dont on travaille avec un outil qui s'appelle Système. Donc les étapes suivantes consistent ensuite à étudier la dynamique temporelle des pertes, notamment pour le nitrate, en se posant la question, finalement, au cours de la rotation, eh bien, comment évoluent les pertes? Pourquoi faire ça? Eh bien, pour dire tout simplement qu'à l'échelle d'un champ ou d'une exploitation, c'est pas grave si une année on a des pertes importantes, dans la mesure où tout ça, c'est compensé par des années suivantes où les pertes sont faibles. L'objectif, c'est d'être globalement bon, c'est pas d'être parfait chaque année sur chaque mètre carré. Ensuite, l'idée, c'est de comparer le niveau des pertes qu'on obtient à ce qui est souhaité.
Ce matin, tout à l'heure, je vous parlais, on voudrait ici pas perdre plus de 30 kilos, ailleurs ça va être 40, d'autres fois ça sera peut-être 20. Donc déjà de savoir qu'est-ce qu'on attend comme perte, qu'est-ce qu'on juge valable ou pas valable. Et ensuite, on passe à un travail d'analyse qui consiste à savoir à quel moment est-ce qu'on a des pertes importantes, c'est ce qu'on appelle les hotspots. Ensuite, l'idée, c'est de comprendre à chaque point difficile où sont les déterminants, et pour ça, on propose de s'appuyer sur les schémas que je vous ai proposés tout à l'heure, en analysant, en remontant le phénomène, en essayant de voir quel poids ont les différentes pratiques clés dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ensuite, l'idée, c'est de faire la synthèse pluriannuelle de tout ça à l'échelle de leur rotation pour ensuite être en mesure d'identifier les pistes qui permettront à un agriculteur qui aujourd'hui a de mauvais résultats en termes de pertes, de demain trouver la solution pour faire en sorte que ces pertes descendent à un niveau qui est jugé valable ou au moins acceptable. Donc voilà la démarche qu'on a construite. Il vous reste 5 minutes ? Oui, très bien. Donc, sans détailler toutes les démarches, pour comprendre les déterminants de chaque hotspot du type nitrate, eh bien, on a bâti une méthode basée sur tout simplement une lecture sous forme de bilan qui consiste à dire, eh bien, qu'est-ce que j'ai comme potentiel de lessivage avec ce que je vous parlais tout à l'heure, le reliquat entrée d'hiver, qui est quelque chose d'assez facile à mesurer. Dans quelle mesure ce reliquat est faible ou élevé grâce ou à cause d'une insuffisance du piégeage, s'il y a piégeage dans ce système de culture ou à ce moment-là de la succession. Et si l'ensemble est relativement élevé, eh bien, d'essayer de voir quelles sont les pratiques clés qui peuvent être à l'origine de ça, donc pour le nitrate, c'est-à-dire est-ce que c'est, donc je vous disais à l'instant, un piégeage qui est un petit peu juste, donc ça pose les questions de savoir si on peut améliorer le piégeage d'azote en été, en automne, et ensuite, si le phénomène vient d'ailleurs, on va se poser successivement les questions. Est-ce qu'il y a des phénomènes, il y a des marges en matière de fertilisation? Est-ce qu'il y a eu des apports d'engrais organiques ou azotés pendant l'été, par exemple, sur lesquels on pourrait travailler? Ensuite, est-ce qu'on a une culture qui laisse beaucoup d'azote ou relativement peu? Et en allant jusqu'aux questions de minéralisation, notamment minéralisation de l'humus des sols, en se posant la question, eh bien, est-ce qu'on n'a pas un humus avec un fond de roulement relativement élevé qui fait qu'on a toujours, tous les ans, des niveaux d'azote disponibles relativement élevés. Donc, en se guidant du schéma, on fait cette analyse-là, et c'est, par exemple, ce qu'on fait dans l'exemple que je vous évoquais tout à l'heure, ce qu'on a fait chez cet éleveur, où à partir de l'analyse de l'azote lixivié, vous voyez, de sa distribution suivant la rotation, qui était relativement élevé à raison de 45 kg. Comment est-ce qu'on a compris ça à partir d'une lecture des reliquats, qui eux sont en moyenne à une valeur de 90 kg, et comment est-ce qu'on a établi que chez cet éleveur, il y avait 3 types de problèmes. Ce n'était pas du tout un problème de piégeage, c'est quelqu'un qui est excellent en piégeage, comme vous le voyez ici. Ce sont des problèmes de quelqu'un qui, en tant qu'éleveur, avec un peu en excellence structurelle, qui apporte beaucoup d'azote en été et en automne. Donc, il s'est posé la question de savoir comment est-ce qu'il pouvait revoir la répartition de ces apports organiques en particulier. Mais ça a été aussi bannir les légumineuses de ses couverts. Il faisait comme ses voisins céréaliers, c'est-à-dire il faisait des mélanges comme c'est à la mode, et il ne se rendait pas compte qu'en mettant des légumineuses dans ses couverts, il rajoutait de l'azote dans ses champs alors que ses champs débordent. Et puis ensuite, il a pris conscience qu'il avait une partie de ses champs qui était très riche en matière organique et donc qui fournissait par minéralisation des quantités importantes d'azote et qu'il s'agissait de voir dans un premier temps comment en tenir compte et dans un deuxième temps peut-être comment réfléchir à demain, faire en sorte qu'il y ait moins de champs qui soient avec des richesses en matière organique aussi élevées. Voilà. Alors ça, je vous ai expliqué, donc l'exercice qu'on a fait à l'instant, on l'a fait avant tout à partir de mesures chez cet agriculteur pendant un certain nombre d'années, mais on explique aussi comment faire ce travail en utilisant des outils pour quantifier des modèles. Donc
Notamment nous, dans AgroSystène, nous avons travaillé avec Systène, qui est un outil qui a été élaboré en collaboration avec Virginie Parnaudot de l'INRAE de Rennes, et qui, avec un certain nombre d'interfaces qui qualifient, vous voyez par exemple en bas, la dynamique de l'azote minéral dans le sol, permet de mieux comprendre ces dynamiques et à ce moment-là, de trier parmi les déterminants dans cette situation des pertes d'azote un certain nombre de pratiques clés et qui aident les agriculteurs à imaginer des façons d'arriver demain à avoir de faibles pertes. Voilà, donc je ne vais pas développer plus compte tenu de l'heure, et ce que je voudrais souligner, c'est que cette méthode a à la fois été travaillée à la fois pour éclairer des étudiants qui voudraient s'exercer à ce type de diagnostic, et notamment nous avons travaillé avec des enseignants pour arriver à ça, et on le développe également pour que ça soit faisable par des conseillers avec des agriculteurs, et notamment dans des ateliers de conception, en utilisant des outils supports comme nous sommes en train de mettre au point à partir du jeu Mission Ecophyto, que vous connaissez peut-être, une adaptation à l'azote qui permettent de fournir aux agriculteurs ce qu'on appelle de façon un peu pompeuse des serious games, des plateaux de jeu qui permettent aux agriculteurs de réfléchir à différentes façons de gérer leur système pour arriver à avoir de faibles pertes. Je vous remercie de votre attention.